ravie de vous retrouver ce soir pour notre nouvelle conférence web. Alta Profit poursuit son ambition de rechercher des solutions d'épargne pour ses clients et l'immobilier présente des opportunités. Vous êtes très nombreux ce soir à vous être connectés. Merci infiniment pour votre fidélité. Alta Profit, comme à chaque fois, a souhaité, sur ce marché de l'immobilier, donner la parole ce soir à des professionnels, des gérants de SCPI, qui vont décrypter pour nous ce qui se passe sur ce marché de l'immobilier, quelles sont les opportunités, les tendances, et surtout, ils parleront avec leurs convictions où on peut trouver ces opportunités. Pour animer cette table ronde, nous avons fait appel à notre partenaire, Olivier Daquin, qui est directeur du développement de la plateforme Alphéis, un professionnel aussi de l'immobilier et qui nous accompagne dans la recherche de ces offres immobilières SCPI, SCI pour nos clients. Olivier, je vous laisse la parole. Très bonne session. Merci Stéphane. Encore une fois, ravi aujourd'hui et ce soir de vous accompagner dans ce webinaire. Pour les présenter avec nous ce soir, nous avons 3 belles maisons de sociétés de gestion, entre autres dans l'immobilier collectif, avec Bruno Poli, donc, qui est directeur du développement d'Estiam, Damien Pocas, qui est responsable des partenariats et de la distribution chez Sofidi, et enfin Romain Calbert, qui représente la maison Atlante Voisin en tant que directeur des partenariats. Alors, messieurs, on a la chance d'accompagner Alta Profit et en tout cas d'éclairer, si ce n'est le cas, les clients de cette belle maison. Je vais vous demander, encore une fois, comme on a l'habitude de le faire, de parler vrai dans ce webinaire et notamment sur l'immobilier collectif, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur cette classe d'actifs et je voudrais qu'on ait une transparence sur ce métier. Surtout que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et c'est une très belle classe d'actifs. Pour rappeler les fondamentaux un petit peu de ce que l'on parle ce soir, à savoir la SCPI entre autres, et qu'on peut appeler en ce moment aussi, et depuis quelque temps, la fameuse pierre papier, je voudrais qu'on rappelle les fondamentaux. C'est quoi la SCPI? C'est quand même juste aujourd'hui la possibilité d'accéder donc à de l'immobilier dit de bureau ou de commerce, et on va voir pas que, à travers un calibrage du montant, à savoir 100 000, 200 000, 300 000, quelquefois beaucoup plus, parce que c'est toujours difficile d'acheter un immeuble de bureau à Paris lorsqu'on est seul, mais par contre, en acheter un morceau, pourquoi pas, et c'est l'avantage de la SCPI. Donc, c'est le calibrage des montants. Ensuite, le deuxième avantage, bien sûr, c'est de déléguer la gestion à des maisons de gestion, et vous avez 3 représentants ce soir de qualité et qui vont partager justement leur univers de gestion. Gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, acheter l'immobilier qui va être derrière, parce que vous avez confié votre épargne. Ensuite, ça va être éventuellement faire des travaux, ça va être d'arbitrer, quand on parle d'arbitrage, c'est-à-dire de vente, et puis d'enregistrer et d'encaisser ses loyers pour vous donner quoi? Justement des revenus. D'accord? Donc, c'est le deuxième avantage, c'est de déléguer cette gestion. Le troisième avantage, et vous l'entendrez sûrement beaucoup ce soir, c'est la mutualisation. Donc, la mutualisation, ça permet de mutualiser sur plusieurs actifs immobiliers, à savoir plusieurs immeubles, plusieurs commerces, plusieurs entrepôts, et on va y venir, de façon à mutualiser le risque. C'est sûr que si un locataire s'en va parmi 300 immeubles, il y a beaucoup moins d'impact que lorsque je loue un seul appartement et que mon locataire s'en va. C'est du bon sens. Donc, tout ça a des avantages. Mais ce qu'on s'est aperçu, nous, chez Alphéis, et notamment à travers la distribution que l'on pratique et derrière nos professionnels du patrimoine avec 47 SCPI et plus d'une vingtaine de maisons de gestion, c'est que de plus en plus, vous, épargnants, vous êtes amenés à aussi faire une allocation d'actifs, ce qu'on appelle dans l'immobilier. C'est-à-dire que acheter des SCPI, bien sûr, c'est très bien, mais peut-être pas une seule, peut-être plusieurs, et on va voir pourquoi c'est intéressant aussi de se diversifier dans son allocation d'actifs. C'est-à-dire que peut-être que ce soir, et ça sera peut-être le but, à la fin de cette conférence, vous vous direz sûrement, oui, cette SCPI, elle me paraît bien, mais pour tel montant, celle-là, elle est un peu plus différente, et plutôt celle-là, etc. Et c'est ce que je vais essayer de challenger pour vous, nos 3 maisons de gestion. Donc, on va tout de suite, si je vous le propose, messieurs, rentrer dans le vif du débat. Et surtout, je vais vous demander une chose, parler transparent, parler clair, et surtout, on va respecter le timing, parce que je voudrais qu'on laisse le temps à l'échange ensuite et aux questions, parce que je pense que c'est fondamental.
Alors, messieurs, on ne va pas se mentir non plus, on le vit tous, on ne va pas revenir sur le sujet de la crise sanitaire, mais ça a été une crise complexe en 2020. On a tout entendu à ce sujet-là, plein de gros mots aussi. À un moment donné, on s'est dit c'est fini, les bureaux, on ne va plus aller au bureau, on fait que du télétravail, etc., etc. Et à un moment donné, il n'y aurait plus de commerce non plus. Enfin, c'était ce que j'appelle la crise. Et puis nous, on a accompagné cette crise, on a essayé de voir les critères. On va re-rentrer dedans, mais moi, en 2 minutes, chacun, bien sûr, je voudrais un peu, dans vos maisons de gestion, connaître quel a été l'impact de cette crise sanitaire, en tout cas en 2020, sur vos classes d'actifs et sur vos SCPI. Et Romain, je vais commencer par toi, justement sur plus la partie bureau, qui est une partie que vous connaissez bien chez Atlante Voisin. Je voudrais avoir en 2 minutes un petit peu ta vision sur 2020. Oui, merci Olivier. Alors c'est vrai qu'on connaît bien la partie bureau, hein, sur notre SCPI phare Épargne-Pierre, on a 2/3 de bureaux au sein de la SCPI. Et avec énormément de questions en 2020, notamment pendant le premier confinement, où finalement beaucoup à la fois d'épargnants, beaucoup de porteurs de parts de SCPI, beaucoup d'épargnants potentiels, hein, des personnes qui voulaient investir sur les SCPI se sont interrogés sur l'univers du bureau, notamment dans le contexte de télétravail. Donc ça, c'était pendant le premier confinement. Alors, on s'est quand même rendu compte a posteriori, quand je dis on, c'est un certain nombre de personnes, hein, à la fois le patronat et un certain nombre de salariés, que le tout télétravail était un pis-aller. Finalement, on a tous télétravaillé parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais que tout le monde, en tout cas une très grande partie des salariés, étaient contents de pouvoir revenir au bureau, de pouvoir échanger à nouveau avec leurs collègues. Donc ça, c'est la première chose à dire, hein, quand même, finalement sur cette peur du tout télétravail. Si on parle côté encaissement des loyers, hein, l'encaissement des loyers sur le bureau, hein, on a plusieurs centaines de locataires de bureaux sur notre SCPI. Et il faut savoir que tous nos locataires de bureaux nous ont payé de façon classique sur 2020. On n'a pas eu d'annulation de loyer typiquement. Alors, justement, Romain, on dit qu'il n'y a pas eu d'annulation, mais grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez encaissé quel pourcentage de vos loyers prévus normalement dans une année classique? On est plus près des 70%, plus près des 90%? C'est combien En fait, concernant la partie bureau, donc on a 2/3 de bureaux au sein de la SCPI. Les locataires de bureau nous ont payé de façon classique, hein, donc sur la partie bureau, on tend vers les 100%. D'accord. Ok. Damien, si je posais un peu la même question, mais même si je sais que dans la maison Sophie dit, bien sûr, il y a bureau et commerce, mais je sais que vous êtes quand même un expert dans la partie commerce. Alors là aussi, ça a été une crise, enfin les restaurants, tout le monde est fermé, c'est encore fermé, etc., les commerces, etc. On en est où dans la partie commerce, on va dire début 2021? Et donc, qu'est-ce que ça a donné quel a été l'impact sur Imorande, par exemple? Alors, Olivier, j'ai un mot d'ordre en ce début d'année 2021, c'est de ne pas céder aux Cassandres qui annoncent depuis des mois la fin du commerce, tout simplement. On a souffert d'un bashing pendant tout le long de l'année 2020 via les médias. On a souffert d'amalgames également et beaucoup d'analyses qui sont sorties qui parlaient et qui mélangeaient surtout le commerce de centre-ville, le commerce de moyenne périphérie ou encore les centres commerciaux. Pour analyser l'environnement, il convient quand même d'aller un cran plus loin. C'est bien plus complexe que ça. Alors nous, chez Sophie, on a des convictions fortes, comme tu le disais. C'est plus spécifiquement le commerce de centre-ville que nous aimons bien, dans les grandes agglomérations, dans les métropoles. Nous travaillons la classe d'actifs depuis 30 ans. C'est une classe d'actifs qu'on aime et qu'on aime bien. Et on a surtout, en fait, dans ce marché, une base de données qui est absolument folle. Pour rappel, pour notre SCPI diversifié Imorande, on a 2000 locataires et on a près de 1000 actifs. Donc, ce qui fait la différence, ce qui a fait la différence par le passé et qui fera la différence dans le futur, c'est la capacité à acheter des actifs à des prix cohérents, mais surtout à des loyers cohérents. Et j'ajoute bien évidemment qu'il faudra privilégier un élément qui est extrêmement important quand on fait de l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. On parlait avec Romain tout à l'heure des données, des taux d'encaissement qu'on pouvait avoir dans nos SCPI. Dans notre SCPI Imorande, on arrive à un chiffre qui est proche des 95% au titre de l'année 2020. C'est peu éloigné des standards des années précédentes. Autre sujet qui est important parce qu'on a été très challengé, les valorisations.
Les valorisations, elles sont plutôt stables au titre des portefeuilles qu'on a pu établir au 31/12/2020. Les experts ont même établi sur des véhicules qui sont pur commerce chez Sofidy des hausses de ces valeurs. Donc, quand c'est bien géré, quand on y fait attention, tout se passe plutôt très bien. On y reviendra peut-être un peu plus tard également, Olivier, sur la partie e-commerce. C'est un peu le message. Je pense que tu avais la question au bout des lèvres. Nous ne prenons pas le parti d'opposer les classes d'actifs, mais plutôt de les rapprocher chez Sofidy. Le message, c'est qu'en fait, les commerçants ont développé les canaux de distribution, les commerçants physiques, j'entends, ont développé les canaux de distribution pour aller en fait se développer sur Internet, pour aller continuer à vendre, continuer en fait à faire du commerce. Et vous avez certainement pu tester les click and collect, les call and collect, etc. pendant toute la durée du confinement. Mais vous avez de l'autre côté ces fameux e-commerçants qui se développent également et qui multiplient les canaux de distribution. Avant, on avait uniquement quelqu'un qui vendait sur Internet, qui se limitait à ça. Et maintenant, en fait, il commence à s'approprier ces centres-villes. Il y a des flagships. Alors, les flagships, c'est des magasins porte-drapeaux qui vous permettent de toucher ce que le commerçant habituellement sur Internet vend. J'ai un dernier mot sur le commerce et ça traite justement de cette actualité. Les Anglais ont eu la chance de voir leur commerce globalement réouvrir cette semaine. Ils ont mis un pied dans le monde d'après. Le centre-ville de Londres était bondé. On faisait la queue pour rentrer dans les boutiques. À mon tour de vous poser des questions, est-ce que demain, la classe d'actifs commerce, ça ne sera pas la classe d'actifs un peu star? Et va-t-on assister à une revanche du commerce par rapport à ces autres classes d'actifs? En tout cas, je pense que c'est important de ne pas mettre ces classes d'actifs de côté, bien au contraire. Bien sûr, on nous le souhaite tous. Et ben justement, ça me permet de faire la transition avec Bruno Poli, qui chez Estiam gère aussi des bureaux et des commerces, et on le verra d'autres choses. Donc, dans une SCPI aussi diversifiée peut-elle être que Placement Pierre, Bruno, la vision d'Estiam en 2020 pour avoir passé cette crise un peu complexe, même si elle n'est pas complètement terminée. Alors effectivement, l'année 2020 n'aura pas été une année facile, puisque je dirais qu'il a fallu se battre pour recouvrer les loyers. Alors on arrive à des ratios sur Estiam Placement Pierre qui sont à la hauteur effectivement de ceux cités par Damien et Romain. Preuve en est, c'est qu'il y a eu une pérennité du rendement 2020 versus 2019 au niveau des loyers, enfin du dividende courant qui est la transcription des loyers encaissés. Ce que l'on a constaté, on a fait plusieurs constats. La première des choses, c'est que pour rejoindre ce que disait Romain et qui a été confirmé très récemment par un sondage réalisé par Soprastoria, où 77% des chefs d'entreprise de moins de 100 salariés déclarent effectivement être stricto sensu opposés au télétravail, mais au sens où effectivement les collaborateurs ne viendraient plus sur place. Et s'il y a une tendance qui pouvait se dégager globalement sur l'univers du télétravail, ce serait entre 1 et 2 jours maximum, parce que, comme le disait très justement Romain, un besoin d'échange informel, et beaucoup se sont aperçus qu'il y avait des pertes de productivité importantes pour les entreprises, notamment par rapport à cette absence d'échange informel. Le deuxième sujet, pour abonder par rapport à ce que disait Damien et qu'on a constaté au sein de Essiam Placement Pierre, c'est que l'autre jour, Damien disait qu'on avait le même ADN. Ben, c'est vrai, effectivement, on s'aperçoit que sur du commerce de proximité, du commerce de pied d'immeuble, dans les Paris, Île-de-France, grandes métropoles, on a des commerçants qui sont très attachés à leur local. Et donc, étant attachés à leur local, ils se sont battus d'arrache-pied pour effectivement payer leur loyer. Et donc, on a eu des taux d'encaissement et de vraies surprises. Hein. C'est que les petits commerçants ont été d'excellents payeurs dans le cadre de l'année 2020, même faisant face à des fermetures liées au confinement ou des fermetures administratives comme les restaurateurs. Donc, pour conclure un peu sur cette première partie, messieurs, si je vous écoute bien et si je vous comprends bien, on peut dire que les SCPI, même si c'est un mot qui met toujours déficit en ce moment, parce qu'on l'a tellement dit, qui sont fortement résilientes, en tout cas, elles ont bien résisté. Et justement, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail, même si je vous entends, c'est magnifique, plus personne en télétravail, moi je crois un petit peu quand même. Donc il y a un peu une évolution vers ça. Et est-ce qu'on va devoir changer un peu la façon d'occuper ces bureaux et garder au moins le même nombre de mètres carrés? Je vous rejoins aussi, je le crois aussi. Mais maintenant, c'est bien, on va dire, la classe d'actifs SCPI est très intéressante. En revanche, il faut regarder un peu comment investir dans les SCPI. Quels sont les critères? Parce que
moi, si je dis, OK, je dois choisir une SCPI aujourd'hui, j'entends plein de critères. Moi, je voudrais savoir un peu lesquels aujourd'hui il faut identifier, et notamment, Damien, les critères sur, entre autres, les commerces. Qu'est-ce qu'on doit regarder lorsque moi, j'ai un petit peu d'épargne, je voudrais investir dans ces SCPI. Qu'est-ce que je dois regarder quand j'analyse une SCPI avec mon conseiller? Alors, le premier réflexe quand on investit dans la pierre papier, c'est de regarder le rendement. Mais dans le cas des SCPI, alors déjà, on parle de taux de distribution, hein. La notion de rendement, c'est une donnée qu'on a abandonnée pour l'histoire en juillet 2012. En pratique, le taux de distribution, on le calcule par un effet sur le dividende versé au titre d'une année X par rapport à un prix d'acquéreur moyen dans cette même année. Donc le calcul, il est très simple, hein. Je prends un exemple. On a une part qui vaut 1 000 € pour une SCPI Y au titre de 2020. On a un dividende de 45 € pour cette même année. Et ben, ça nous permet d'arriver à un taux de distribution qui est de l'ordre de 4,50. Tout au long de la détention de vos parts sur vos SCPI, vous allez recevoir des revenus fonciers qui sont des dividendes trimestriels. C'est versé à terme échu. Et ces revenus, donc c'est issu principalement des loyers qu'on va générer à travers nos SCPI, mais pas que. C'est là où il faut être vigilant, il faut aller un cran plus loin. Une SCPI, elle peut être amenée à reverser une quote-part de ses produits financiers issus notamment de trésorerie. De même, on peut aussi rappeler que le patrimoine d'une SCPI n'est absolument pas statique. On procède régulièrement à des arbitrages lorsqu'on juge qu'un actif n'est pas opportun, ne rentre plus dans la stratégie. Il peut être vendu aussi parce qu'on juge que c'est un actif mature et qui doit sortir du patrimoine. En cas de cession d'actifs avec de la plus-value, on va pouvoir donner une quote-part de cette plus-value au titre d'un dividende exceptionnel. Ça va venir abonder ce taux de distribution. On peut avoir également recours à une notion de réserve. Les SCPI qu'on vous présente aujourd'hui sont équipés de réserves. Les réserves qu'on va pouvoir utiliser en cas d'année compliquée, sur lesquelles on va compter pour lisser un dividende au titre de ces fameuses années, on va pouvoir capitaliser dessus. Et ces réserves, elles vont être utilisées pour traverser une crise, par exemple. C'est le cas de l'année 2020. Bonne remarque, mon cher Damien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour servir le taux que vous avez annoncé, qui était plutôt résistant et résilient dans cette 2020, est-ce qu'une maison comme Sofidy a pris dans les réserves pour donner ce taux ou pas là? Alors, le message, c'est que déjà depuis 30 ans, Sofidy a mis en réserve sur son véhicule phare Immorente, et pendant 30 ans, on n'a pas utilisé ces réserves. Si on ne les utilise pas, ces réserves, sur cette année 2020, la question, c'est quand est-ce qu'on va les utiliser? Donc, on a eu un recours très partiel à ces réserves pour assurer le dividende au titre de 2020, dans le cas de la SCPI Immorente, et dans le cas de notre SCPI FIMO plus spécialisé bureau, on a fait mieux que ça, on a mis en réserve cette année malgré le contexte. Donc, des bonnes nouvelles dans les deux cas. De toute façon, sur l'aspect de performance de la SCPI, vous l'aurez bien compris, un dividende, ça ne s'analyse pas aussi simplement que ça. Et je pense qu'au regard des nombreux critères qu'on peut analyser, notamment sur la notion de rendement, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par votre conseiller Alta Profit qui saura affiner davantage ces points. Et dernière petite alerte, c'est que dans un rendement, il ne convient pas également de regarder que le rendement N-1. Il faut faire apparaître que la pierre papier, c'est un investissement long terme. Il convient donc de regarder l'historique de la SCPI. Même si on est sur un horizon long terme, il convient aussi de dire que les performances du passé ne présagent pas des performances du futur. Il faut parler aussi réglementaire. Néanmoins, Olivier Bruno, je pense que vous avez d'autres critères à nous présenter pour nous différencier. Justement, d'ailleurs c'est bien normal, quand on investit, on va regarder éventuellement, comme tu l'as dit Damien, le taux de distribution qu'ont versé ces SCPI, c'est normal, et en plus on va voir si elles ont versé ce taux-là sur de longues années, c'est sûr que c'est rassurant. En revanche, on me parle aussi d'un indicateur fort, souvent ce qu'on appelle le taux d'occupation. Bruno, qu'est-ce qui se cache derrière ce taux d'occupation? Alors en fait, déjà, il y a deux types de taux d'occupation. Il y a le taux d'occupation physique, c'est comment sont employés effectivement et loués les biens que je détiens, et puis alors qui n'a pas de valeur réglementaire, et un indicateur qui lui a valeur réglementaire, c'est le taux d'occupation financier. Le taux d'occupation financier qui est un très bon outil effectivement pour analyser comment est gérée une SCPI, puisqu'en fait, ça va être le rapport entre les taux quittancés, donc effectivement la facture, si je peux m'exprimer ainsi, adressée à mes locataires pour payer leur loyer, sur la totalité des loyers théoriques, c'est la somme des loyers tels qu'ils ont été définis par les baux.
Et des loyers quittancés, je vais retirer effectivement ce qu'on appelle, nous, les franchises, c'est-à-dire que je renonce, moi, en tant que société de gestion, à encaisser des loyers, peut-être parce que j'ai un nouveau locataire et qui va financer des travaux, et à ce moment-là, pour remettre en état le bien, je vais lui allouer une franchise. Ça peut être aussi la vacance, puisque effectivement, un locataire peut partir et à un instant T, comme il est pas présent dans les murs, bien évidemment, je vais quittancer personne. Et donc, le TOF est un excellent indicateur parce qu'il va nous permettre de voir comment, dans l'absolu, la SCPI est gérée. Maintenant, ce qu'il faut regarder par rapport au taux d'occupation financier, excusez-moi, j'ai utilisé un acronyme. Le TOF, c'est le taux d'occupation financier. Donc, le taux d'occupation financier doit être regardé par rapport à sa classe d'actifs. Sur les classes d'actifs de SCPI de bureau, un TOF normal pour une SCPI ancienne, c'est 90%. Alors, certains vous objectent en disant, mais moi, sur cette SCPI, j'ai un TOF de 100%. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la jeunesse de la SCPI. Il est clair que plus une SCPI est jeune, moins elle a d'actifs à gérer et plus son TOF, bien évidemment, sera important. Et puis surtout, le TOF doit être aussi analysé au regard des loyers encaissés. Vous l'avez compris, le dividende qui vous est versé est fonction des loyers qui auront été encaissés par la société de gestion. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on pourrait très bien avoir, et j'en connais une, avec un TOF à 100% et pour autant des loyers distribués, des dividendes distribués qui sont extrêmement réduits. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai effectivement facturé l'ensemble de mes locataires. Pour autant, notamment en période de crise Covid, les locataires, s'ils n'ont pas honoré le paiement de leur loyer, je suis dans l'incapacité de verser un dividende. Et donc, il faut toujours, et comme le disait très justement Damien, avec l'aide de votre conseiller, analyser effectivement le TOF au regard des loyers qui auront été effectivement encaissés par la SCPI et des dividendes qui vous auront été versés dans le temps. Merci Bruno. Justement, il y a un troisième moteur, j'ai envie de vous dire, et si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, à la fusée SCPI. En tout cas, il y en a deux. On vient beaucoup de parler de loyer, mais tout à l'heure, et je crois que c'est Damien qui l'a évoqué, on a parlé de valorisation, entre autres, du parc immobilier. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en 2020, Romain, et dans ce début 2021, est-ce que l'immobilier, c'est la catastrophe? Est-ce que ça se dévalorise? Est-ce que ça perd de la valeur ou pas du tout? J'ai besoin qu'on respecte le timing. Très bien, Olivier, je vais essayer d'être synthétique. Ce point est important. Hein. Finalement, à l'instar d'un appartement qu'on met en location, on touche des loyers. À la revente de l'appartement, potentiellement, on a soit une plus-value, soit une moins-value sur l'appartement. Sur une SCPI, on va être un peu dans la même logique, dans le sens où on va avoir, en investissant dans une SCPI, un loyer récurrent, un dividende, comme ça a été évoqué. Et on a aussi une potentielle appréciation du prix de la part. Donc, bien entendu, dans un contexte où l'immobilier augmente, notamment l'immobilier tertiaire, hein, l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce augmente, le prix de la part, normalement, doit suivre cette évolution, ou inversement, si c'était la catastrophe, comme tu as pu l'évoquer. Alors, ce qu'il faut voir, hein, c'est que l'année 2020, sur l'immobilier, ça n'a pas été la catastrophe, et loin de là. Pourquoi finalement, hein, notamment sur la classe d'actifs bureau, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'investisseurs qui recherchent cette classe d'actifs, qui délivrent un rendement régulier dans le temps, et ce qu'on appelle la prime de risque, hein, finalement, qui est l'écart entre le rendement de cet actif et le rendement d'un actif sans risque, hein, typiquement l'OAT, l'obligation, l'emprunt de l'État français. Cette prime de risque est très bonne encore pour l'immobilier de bureau, ce qui fait que la valeur étalon de notre SCPI a augmenté entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Donc Romain, si je comprends bien, on va dire que dans une année aussi complexe qu'on est en train de la vivre et qu'on l'a vécue et qu'on est en train de la vivre encore une fois, on peut dire que là aussi, la valeur du parc non seulement a résisté, voire dans certains cas, si j'ai bien compris, c'est même un peu valorisé, mais on va dire que c'est stable. Alors messieurs, encore une fois, j'accélère un petit peu parce qu'on respectera le timing. Les gens vous confient votre argent, donc vous, aux sociétés de gestion, ils deviennent des associés, ils achètent des parts. En une minute,
Damien, on achète quoi en 2021 comme commerce? Il y a encore un peu de sourcing, il y a des choses à acheter? On continue structurellement de regarder, hein. Chez Sofidy, on a des bureaux à Aix, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. On est rapproché aussi d'un groupe qui s'appelle Tikeo Capital, qui nous permet d'avoir encore de plus grandes idées par rapport à des emplacements européens. On peut citer l'Espagne, l'Italie ou encore l'Angleterre. Alors, on continue de regarder les portefeuilles d'actifs de commerce, notamment dans les grandes métropoles, mais plus spécifiquement avec des loyers cohérents. C'est un sujet sur lequel on fait très attention en interne. On continue de regarder aussi le bureau. C'est pas une classe d'actifs qu'on oublie, bien au contraire. Du moment qu'on est sur de l'emplacement, qu'on est à côté de transports en commun et qu'on est à côté de hubs de communication, en fait, c'est des bureaux qui demain, en fait, seront pleinement opérationnels, et c'est des bureaux sur lesquels les employés, prendront plaisir à aller. Donc c'est tout le message, hein. Quand on passe 3 heures dans les transports, on a envie de faire du télétravail. Quand on est bien dans le bureau, on n'a pas envie, on reste en travail, et on a peut-être même des sujets de service dans ces actifs de bureau. Ça peut être des services de conciergerie. On donne envie aux gens d'aller au bureau, et ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ensuite, on a des diversifications qui s'opèrent. Logistique, bien entendu, structurellement, c'est un secteur qu'on garde. On va y venir. J'y arrive. Mais vous, dans les commerces, on est d'accord, et vous êtes plutôt centre-ville, comme je l'ai bien compris, mais toutes les villes, ou est-ce que c'est très centré en France, sur Paris, ou toutes les villes? Non, on ne peut pas faire toutes les villes, parce qu'on a beaucoup parlé des villes en désertification, on les appelle zone bis, zone terre, etc. C'est pas du tout ce qu'on recherche aujourd'hui. Le commerce, on cherche le commerce qui vit. Donc le centre-ville qui vit également. Je peux citer des villes, hein, Nantes, Rennes, Bordeaux, etc. Bien entendu, Paris, Lyon, c'est des villes sur lesquelles on est structurellement à l'écoute du marché. Alors justement, tu as évoqué un thème, Bruno. On parle souvent de diversification. Il y a aussi quelque chose qui est, j'ai envie de dire, immobilier à la mode, ou pas, la logistique? Alors, la logistique, c'est un secteur d'activité qu'on regarde au même titre qu'on regarde la santé, qu'on regarde l'éducation. Il y a effectivement aujourd'hui des typologies de SCPI qui ont pu se développer. C'est vrai qu'on peut parler peut-être d'effet de mode avec la santé, la logistique. Maintenant, la logistique aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte cher, hein. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte cher, et donc avec des rendements que nous jugeons insuffisants. Et puis, parallèlement, les grands centres de logistique n'ont de valeur que par rapport à leurs locataires. Donc là encore, on est extrêmement vigilant sur le sujet. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on reste quand même très concentré sur notre savoir-faire, en l'occurrence du bureau de petite taille ou de taille moyenne. Mais je ne voudrais pas paraphraser Damien, parce que j'ai l'impression qu'il a piqué ma présentation et qu'il a fait un CTRL-C, CTRL-V. Donc, merci Damien pour la présentation de la Destiam. Et c'est tout l'intérêt de ce débat, parce que je suppose que sinon on va donner l'impression d'être tous d'accord. Mais Damien, je suppose que la logistique du dernier kilomètre, il y a des choses à regarder, non? Il y a des choses à regarder, effectivement. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde, mais qu'on regarde on n'a pas attendu les effets confinement, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour le regarder. C'est un peu le message, parce que ça soit à la mode, oui. En avoir dans un portefeuille diversifié, oui également. Ensuite, dans de trop grandes proportions, pas vraiment. Parce que, comme le signait Bruno, et là on est encore une fois d'accord, décidément, c'est que c'est une classe d'actifs qui est extrêmement intéressante. Néanmoins, il convient d'être extrêmement vigilant, parce que le rapport de force que l'on a entre un locataire sur de la logistique, notamment dans la logistique, vous savez, hein, il y a la logistique du dernier kilomètre, mais il y a logistique et logistique, ce qui explique que vous pouvez acheter des actifs sur des bordures d'autoroute, pas du tout dans les centres-villes. C'est un peu le problème de ces actifs, hein. On sort du champ habituel de nos investissements, on n'est pas dans les grandes agglomérations. Donc la question, c'est combien ça vaut si un locataire demain part. C'est là où toute la difficulté du sujet, et on a exactement le même problème avec la santé. Donc, il faut être prudent. Je ne dis pas qu'il faut absolument pas y aller, bien au contraire, il faut y aller, mais il faut se montrer très prudent et aussi très sélectif, parce qu'il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. C'est une classe d'actifs qui est à la mode. Quand c'est à la mode, ça coûte cher. Donc, on n'a pas envie d'y aller, de payer trop cher pour demain assurer des choses qui ne seraient pas positives pour l'épargnant. Ok. Romain,
vous, spécialiste chez Voisins Atlantes des bureaux, aujourd'hui, on a entendu beaucoup parler de télétravail. OK, ça veut dire qu'il y aura peut-être un peu. Alors, est-ce que ça veut dire, en fait, voilà ma question, est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de bureaux ou est-ce que ça veut dire qu'on va occuper différemment les bureaux? Et si on doit les occuper différemment, aujourd'hui, Voisins, vous regardez où lorsque vous devez acheter des bureaux? Oui, c'est un point important, Olivier. Parce que ce qu'il faut voir, hein, comme j'ai dit, finalement, beaucoup de personnes se sont rendues compte que le tout télétravail n'était pas possible. Alors, bien entendu, la personne qui faisait 1 jour par semaine de télétravail, demain, elle fera peut-être 2 jours par semaine de télétravail. Mais ça ne va pas changer le besoin en bureau. D'ailleurs, là, on peut regarder sur les 5, 10, 15, 20 dernières années, il y a eu une tendance à la baisse moyenne de surface par salarié. Pourquoi? C'est que les entreprises ont fait attention à leurs coûts, déjà, donc ils ont essayé de rationaliser ce poste immobilier. Il y a eu le développement de l'open space au détriment du bureau individuel, et malgré ça, il y a eu un développement du bureau. Donc nous, on est convaincus que le bureau, que les entreprises vont encore avoir besoin de bureaux, et donc on continue d'aller sur cette classe d'actifs. Alors on voit quand même une évolution des attentes finalement des locataires, et nous, c'est très important pour nous. C'est des choses qui peuvent sembler basiques, hein, mais par exemple, les locataires sont attentifs au renouvellement de l'air, ils sont attentifs à ce que les fenêtres puissent bien s'ouvrir. On sait qu'il y a certaines tours dans certaines grandes zones de bureaux où les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. C'est un point qui est très important. Ils vont être attentifs au sens de circulation, qu'il y ait un sens de circulation pour les entrants et pour les sortants des bureaux. Donc tous ces aspects-là sont importants parce que finalement, la satisfaction de nos locataires, c'est quand on a un locataire satisfait, c'est un locataire qui reste dans les lieux. Donc on est très attentif à ces points-là. Merci Romain. Alors on va conclure cette première partie et je suppose qu'on répondra aux questions de nos internautes suite après parce qu'on en a encore plein. On n'a pas parlé d'Europe, on n'a pas parlé de projet, on n'a pas parlé de Grand Paris, on n'a pas parlé de tout ça, mais je suppose que les clients vont vous poser ces questions. Mais allez, juste pour conclure en 1 minute chacun, si Damien, aujourd'hui je dois investir dans Immorente, les 3 raisons pour acheter Immorente en quittant ce webinaire. Première des raisons, antériorité, la SCPI Immorente, c'est 30 ans, c'est 30 ans de visibilité, 30 ans d'acquisition d'immobilier. La deuxième raison, c'est la capitalisation. C'est une des plus grosses capitalisations du marché. C'est plus de 3,5 d'immobilier, 3,5 milliards d'immobilier à l'intérieur d'un seul et même véhicule d'investissement. Ça, c'est vraiment une énorme force. Et enfin, la troisième raison, et c'est ma préférée, c'est la diversification. Immorente, c'est pas faire le choix en fait d'une classe d'actifs. C'est pas du commerce et du bureau. C'est du commerce et du bureau, de la santé, de la logistique, du résidentiel. C'est toute la force en fait de notre modèle. L'objectif finalement au travers de cela, c'est pas d'exposer nos associés à un seul immobilier, mais c'est de l'exposer à tous les immobiliers avec un S. Et ça, c'est vraiment notre force et c'est ce qu'on veut aujourd'hui développer sur ce véhicule, c'est la diversification et encore la diversification. Merci Damien. Allez Bruno, si on se plie au même exercice, je vais acheter Placement Pierre. Pour quelle raison ce soir? Estiam Placement Pierre, alors comme Damien, c'est 30 ans d'existence. C'est un TRI aujourd'hui sur 20 ans qui est à 11,90, ce qui prouve effectivement la pertinence et la force et la régularité des rendements au fil du temps. C'est aussi de la diversification et de la mutualisation. On n'est pas sur une capitalisation aussi importante qu'Immorente et je croise les doigts sous la table pour qu'un jour j'y sois. Mais aujourd'hui, quand on regarde en termes de diversification, on gère 157 biens et 288 baux. Et quand vous regardez, on est très proche effectivement de ce qu'on retrouve auprès de nos amis de Sofidy. Un point très important sur Estiam Placement Pierre, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le métrage moyen des biens dans notre portefeuille, on est en dessous des 1100 mètres carrés. Quand le marché, sur des SCPI de bureau, annonce plus de 3500 mètres carrés. Ce qui veut dire effectivement qu'on est principalement sur des TPE, PME, avec cette problématique du télétravail qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas une prérogative et une priorité pour les chefs d'entreprise. Voilà. Et si je devais, parce que un sport qui m'est très cher, c'est le rugby. Et c'est vrai que dans le cadre aujourd'hui d'une allocation, Estiam Placement Pierre, c'est vraiment le pilier qui offre des fondamentaux solides, qui offre de la résistance, de la résilience
et qui est aux côtés des 2-3 quarts que sont Damien et Romain, je pense effectivement qu'on peut bâtir une allocation solide et performante dans le temps. Merci Bruno. Romain, allez très rapidement. Épargne Pierre. On achète Épargne Pierre ce soir pour quelle raison? En une minute. Il y a raison, hein, c'est le couple rendement-risque de la SCPI. Il faut toujours mesurer le rendement par rapport à son risque. On est sur un rendement sur Épargne Pierre qui est très bon, hein, 5,36 en 2020. Pour un risque qui est globalement bien maîtrisé, une des mesures du risque, c'est la mutualisation. On a plus de 500 locataires sur la SCPI. Donc, ce couple rendement-risque, première raison. Le deuxième, c'est un prix de part qui est très protecteur. Finalement, le prix de part est largement décoté par rapport à la valeur réelle de la SCPI. Et troisième raison, c'est qu'on investit beaucoup en région, dans les grosses métropoles régionales, en fait, et on va profiter finalement du dynamisme des territoires. Épargne Pierre est investi à 3 quarts hein, dans ces grosses métropoles régionales que sont Nantes, Lyon, Grenoble, Toulouse, Bordeaux et autres. Merci messieurs, vous avez presque respecté le timing, mais je vous connais enjoué derrière cette classe d'actifs et en tout cas motivé à la défendre. Vous avez bien raison. Donc, je vais redonner la main à Nathalie et à Stéphane. Si bien sûr il y a des questions, c'est avec grand plaisir. Merci messieurs. Effectivement, une première question. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux SCPI, notamment parce qu'elles ont plutôt bien résisté, comme vous nous l'avez montré en 2020. N'y a-t-il pas un risque? Ne sont-elles pas surévaluées? Allez, qui se jette à l'eau? Moi, j'ai envie de dire Damien. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une classe d'actifs où tout le monde investit justement et quelque part, il y a une collecte très forte et est-ce qu'on aura vraiment de quoi acheter derrière? Alors la collecte, on a toujours été très très vigilant. Hein. On ne veut pas surcollecter. Nous, on a une politique qui fait que déjà on a un plafonnement sur les souscriptions, donc ce qui veut dire qu'on n'a pas des trop gros niveaux de collecte qui nous tombent dessus, parce que derrière une collecte, il y a bien entendu un investissement qui doit être fait. Le marché est ce qu'il est et aujourd'hui, nos investisseurs, ils peuvent se déplacer, mais difficilement. J'imagine que quand tout ça sera fini, on pourra investir sur des niveaux bien plus élevés. Après, sur ces notions de valorisation, il faut bien imaginer que le patrimoine de nos SCPI, comme je vous l'expliquais au tout début, il est valorisé. Il y a une valeur d'expertise qui est établie. Donc, tous les ans, en fait, vous voyez ces valeurs évoluer. Alors, il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. C'est tout l'intérêt d'avoir un parc diversifié. Et c'est pour ces raisons-là qu'on arrive aujourd'hui, dans le contexte actuel, à des valorisations qui sont plutôt flat, globalement, sur les véhicules diversifiés. Donc, c'est un message sur lequel, voilà, on n'a pas de difficulté par rapport à la collecte, on n'a pas de difficulté aujourd'hui, on a encore des bons niveaux d'investissement. Et il y a un grand terrain de chasse et on essaie de chasser le meilleur investissement possible. Donc, autrement dit, si je peux me permettre l'expression, il n'y a pas de bulle sur la classe d'actifs SCPI? Non, on reste tout petit hein, globalement hein, dans le monde de la SCPI. Hein. La capitalisation des SCPI, si je fais un parallèle avec celle par exemple du poids de l'assurance vie, on est un tout petit épiphénomène. Donc on est loin des grands fonds de pension américains. Faut trouver à quoi se comparer en fait le message. Il est surtout autour de ça. Et tant qu'on arrive à collecter modérément et à investir correctement, on pourra continuer. Ce que je retiens, c'est encore de la profondeur de marché pour aller faire des acquisitions, en France bien sûr, et on voit que ça s'ouvre aussi sur l'Europe. Et aujourd'hui, on n'est pas sur une bulle spéculative des valeurs de ces biens immobiliers. Il faut saisir les subtilités du marché, il faut être avant certaines fois, avant les autres sociétés de gestion sur les bons coups. Nous, on a été dans les premiers à investir sur les Pays-Bas. On a investi aussi il y a maintenant quelques années sur les campings. C'est des classes d'actifs qui sortent du lot. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. Il faut savoir aller là où tout le monde n'est pas. Parce que là où c'est compliqué d'investir, là où c'est cher d'investir, c'est là où en fait on va retrouver toutes les sociétés de gestion. Donc notre rôle, c'est de saisir les subtilités du marché avant que tout le marché arrive. Bien sûr. Nathalie? Pour rebondir par rapport à ce que disait Damien, c'est qu'aujourd'hui, il y a un coût qui peut être important dans le cadre d'une SCPI, c'est le coût de gestion. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a fait le pari d'aller sur des petits, justement, des petits ensembles et sur lesquels il y a moins de concurrence à l'achat par rapport à des zones où on peut retrouver effectivement des gros collecteurs qui ont besoin effectivement d'investir massivement dans des grands ensembles. Je pense notamment à la défense où, à contrario, on assiste aujourd'hui à une suroffre par rapport au nombre de mètres carrés offerts. Merci. Une autre question.
Comment pouvez-vous me convaincre de la pertinence d'une SCPI par rapport à une foncière cotée? Romain, tu te lances? C'est pas du tout la même logique, hein. Je dirais que c'est pas le même objectif patrimonial, dans le sens où la SCPI, on est vraiment sur un produit de rendement. C'est plutôt un produit à comparer finalement avec l'achat d'un appartement qu'on mettrait en location. C'est pourquoi j'achète une SCPI plutôt qu'un appartement que je mets en location. Bah, comme on l'a rappelé au départ, pour la mutualisation, pour la délégation de gestion, pour tout ce qui est à l'immobilier tertiaire. Là où finalement la foncière cotée, vous allez investir dans un compte titre. C'est vraiment un placement boursier finalement. La foncière cotée étant un placement boursier, donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est que c'est pas non plus les mêmes actifs qu'on retrouve à l'intérieur. Donc comme on l'a évoqué, hein, on investit sur du bureau, du commerce ou sur d'autres actifs. Sur le commerce, les SCPI investissent globalement sur des commerces de centre-ville ou sur des commerces de périphérie, là où les foncières cotées ont plutôt tendance à investir sur des centres commerciaux qui, eux, souffrent vont énormément souffrir en 2020 parce que fermés pendant très longtemps, qui vont, il faut dire ce qui est, encore souffrir parce que les centres commerciaux, ce qui fait la richesse des centres commerciaux, c'est l'affluence. Or, l'affluence est impossible en ce moment et encore pour quelques mois, malheureusement, j'ai envie de dire. Une autre question, merci. Que pensez-vous de la diversification des SCPI en Europe? Est-elle justifiée? Est-elle risquée? Alors, je ne sais pas si ces messieurs peuvent en parler, mais nous qui sommes un acteur de distribution multi-SCPI, il est vrai qu'aujourd'hui, le terrain de jeu s'est élargi et on le voit bien sur aujourd'hui l'Europe. Mais je crois que, si je peux me permettre de répondre un peu à cette question au nom des trois partenaires qui sont là, mais aussi au nom de tous les partenaires, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est les mêmes critères fondamentaux, c'est-à-dire d'aller en Europe, c'est bien, à la condition sine qua non, on va chercher sur un terrain de jeu où il y a de la profondeur de champ économique, notamment, et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de SCPI aujourd'hui qui investissent, et notamment dans le nord de l'Europe, alors non pas parce qu'ils n'aiment pas le sud, mais parce qu'ils vont chercher des fondamentaux économiques assez forts, résistants, forts. Entre autres, on entend beaucoup parler d'Allemagne, notamment dans les SCPI. Pourquoi? Parce que la résistance économique en Allemagne est forte, parce que l'immobilier n'est pas si cher que ça au regard de l'immobilier d'ailleurs français, il est un peu moins cher, parce qu'il est très diversifié aussi, notamment on pourrait dire que vulgairement en Allemagne il y a 9 fois Lyon, et non pas un Paris et plein de choses, il y a Bonn, il y a Francfort, il y a Munich, etc. Et sur lequel vous avez aussi des fondamentaux qui sont assez forts sur les baux qui sont assez longs. Et ça rassure des sociétés de gestion. Alors après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés de gestion qui vont se mettre, et pourquoi pas en Allemagne, ils ne le font pas toujours de la France. Éventuellement, ils savent très bien gérer la SCPI, mais par contre, ils vont essayer de s'associer avec on va dire, du sourcing allemand. Et c'est ça le binôme qui marche, et c'est pas de se dire je vais aller en Allemagne pour aller en Allemagne parce que c'est bien, ou comme l'a dit Damien, je vais aller aux Pays-Bas, etc. Mais c'est extrêmement, ça respecte les mêmes fondamentaux. En revanche, du coup, le terrain de jeu est beaucoup plus large, et c'est vrai qu'on voit que l'Europe du Nord a une surface de jeu assez forte ces derniers temps, au regard de l'Europe du Sud, qui est encore un petit peu délaissée. Voilà. Alors après, je ne rentre pas dans le débat. Là, je parle vraiment d'immobilier. Bien sûr qu'après, il y a un deuxième moteur, un peu comme tout à l'heure, on parlait de loyer et de valorisation du capital. Ensuite, il y a un deuxième moteur qui s'appelle la fiscalité. Et au regard de certains pays où il n'y a pas de double fiscalité, il est évident que si vous avez une fiscalité des revenus fonciers en Allemagne qui est plus légère qu'en France, quelquefois le taux peut être un peu moins fort de rendement que je peux avoir sur une SCPI en Allemagne peut être boosté lorsque je suis fortement imposé par le fait que je sois moins fiscalisé. Mais encore une fois, je reviens sur ce que disaient ces messieurs, c'est-à-dire que c'est intéressant de regarder une SCPI, entre autres qui a de l'Allemagne ou qui est d'autres pays, à l'intérieur, voire full, voire pleine d'immobilier allemand, à la condition sine qua non, ça ne soit pas la seule. Au contraire, encore une fois, elle vient se mettre dans une allocation d'actifs pour
pour une petite partie, mais il ne faut pas prendre que des SCPI européennes parce que d'un seul coup, ça aussi, au même titre que la logistique, ça a du bon sens. Donc, encore une fois, je crois que la SCPI, l'allocation doit être faite de plusieurs SCPI, dont celle dont on vient de parler, et pourquoi pas de regarder des thématiques. On a parlé de logistique, on a parlé d'Europe, et on pourrait parler de santé, bien sûr. Merci Olivier. Une autre question, qu'en est-il des SCPI de tourisme et d'hôtellerie? Elles ont beaucoup souffert. Savez-vous si elles ont profité de la crise pour se réinventer ou capter de nouvelles clientèles ou si au contraire elles ont été attentistes? Je pense que Bruno, tu es bien placé pour en parler parce que je pense qu'en effet, cette année, on pourrait te dire quelle idée d'aller investir dans l'hôtellerie, etc. cette année. Alors, mais j'ai entendu aussi quelque chose d'important. Tout à l'heure, on m'a dit que quand on investissait dans l'immobilier, et en tout cas dans les SCPI, on n'investissait pas pour un an. Donc, je te laisse me répondre sur ce parti-là. Alors, Guy Marty, qui est considéré comme étant le pape de la SCPI, dit tout le temps que à la loterie du Covid, le secteur séminaire hôtellerie est celui qui aura le plus pâti du Covid. Chez Estiam, nous gérons une SCPI qui s'appelle Estiam Capé Bergimo, qui est investie à 100% dans l'univers de l'hôtellerie et du séminaire. C'est une SCPI sur lesquelles effectivement nous avons eu des difficultés à gérer, hein, faut être franc, hein, parce que les hôteliers, pour vous donner quelques chiffres qui ont vraiment une importance conséquente, le taux moyen d'occupation des chambres en France en 2020 a juste tangenté le 30%, avec des écarts importants selon les régions. On était plus proche des 40% sur le littoral atlantique, on était plus proche des 20% dans le Grand Est et en région parisienne. On est investi par exemple dans le Grand Est parce que c'était une des régions qui a le plus cru en termes de nuitées ces 10 dernières années, et notamment par deux phénomènes. Le premier, c'est l'automne, les routes des vins, et puis le phénomène qui rapporte le plus de liquidités à cette région, ce sont les marchés de Noël. Les marchés de Noël, quand on regarde l'hôtellerie réalise 14% de son chiffre d'affaires uniquement sur les premières semaines de décembre. Il y a des études qui vous disent que 100% des touristes, quel que soit leur hébergement, qui sont allés en Alsace au mois de décembre, auront visité au moins un marché de Noël. Donc vous imaginez l'impact avec l'annulation des marchés de Noël. Donc on s'est retrouvé avec des hôteliers qui officient tantôt effectivement dans le Grand Est. On a un groupe qui s'appelle Châteauforme qui lui officie dans le séminaire. Vous imaginez bien que l'année 2020 a été une année compliquée pour eux. Pas de chiffre d'affaires, donc pas de trésorerie, pas de capacité de payer leur loyer. Et en fait, nous, on a été dans une logique de bienveillance, c'est-à-dire que on a accompagné nos partenaires, et je souligne le mot partenaire, locataires, parce qu'il était hors de question de les voir nous rendre les clés. Nous rendre les clés, c'était quoi? C'était effectivement de la vacance, puisque pas de locataires, forcément, on n'a pas de loyer. Retrouver de nouveaux locataires, on sait ce qu'il en serait advenu dans la négociation d'éventuels baux. Donc tout ça nous a amené effectivement à les accompagner pour ne pas les rendre exsangues et pouvoir effectivement les laisser dans les locaux, parce qu'on sait très bien que c'est un secteur, et je veux dire, interrogez vos proches, vos amis, votre famille, demandez-leur ce qu'ils vont faire le jour où effectivement nous serons tous vaccinés et que le confinement est, on va dire, un retour à la normale. On rêve tous de retourner au restaurant, de pouvoir aller à l'hôtel. Oui, Olivier? Oui, Bruno, mais je crois qu'il y avait aussi une deuxième chose derrière la question, c'est est-ce que vous profitez, alors je parle à toi Bruno ou à Damien, mais est-ce que vous allez profiter de ce moment un peu complexe pour saisir des opportunités là aussi dans les hôtels ou dans les campings? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Je vais juste finir moi, sur les hôtels. Sur les hôtels aujourd'hui, c'est un marché qui est tâtonne. Il n'y a pas effectivement de transactions conséquentes sur ce marché. On a pu voir effectivement des grands groupes, notamment asiatiques ou anglo-saxons, se positionner sur des rachats d'hôtels en Europe du Sud. Mais là, aujourd'hui, sur le marché français, on n'a pas de mouvement conséquent.
Merci. Alors, sur l'hôtellerie, alors je vous parlais de commerce et commerce, de logistique et de logistique, mais il y a aussi l'hôtellerie et l'hôtellerie. Nous, de notre côté, sur ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air, les campings, on a des choses qui sont assez spectaculaires, notamment sur les valorisations. Hein, les experts nous ont montré vraiment des chiffres qui étaient assez spectaculaires. Donc, cette hôtellerie de plein air a fonctionné à plein régime. Hein. Ils ont eu un bon effet de saisonnalité parce que cet été, tout le monde a pu réellement partir en vacances. Et en fait, plutôt que de se retrouver dans les grands centres-villes, quoi de mieux que se retrouver en plein air, dans un grand camping, mobil-homing, etc. C'est une classe d'actifs qui a été privilégiée pour les vacances. Donc, ça c'est un phénomène qui marche à plein. Ça avait déjà marché il y a quelques années parce qu'il y avait le phénomène des attentats, donc refus d'aller dans les centres-villes. Donc, c'est une classe d'actifs qui nous plaît, qu'on continue de regarder et sur laquelle on a encore investi au dernier trimestre. Et enfin, l'hôtellerie dans les centres-villes, oui, il y a des jolies choses à faire. On est en train de sourcer des beaux actifs et surtout, ça nous permet de rentrer sur des actifs sur lesquels on n'aurait pas forcément été il y a quelques mois parce que trop cher. Et donc, on se permet de jeter un œil dans d'autres pays également pour aller chercher de l'hôtellerie, mais de la belle hôtellerie, très bien placée, comme on sait le faire. Merci. Nathalie? Y a-t-il une règle commune aux SCPI pour la fréquence de revalorisation des actifs? Romain? Alors, ça dépend si on parle quand on parle d'actifs ou de la SCPI. Il faut savoir que les actifs, ils sont réappréciés, hein, donc on va avoir une nouvelle valeur de chaque actif. Chaque SCPI fait un peu comme il veut, ou est-ce qu'il y a un collège d'experts qui fait ça de la même façon et quelque part, quand on regarde des critères fondamentaux de chaque SCPI, je peux me dire que normalement, c'est revalorisé de la même façon? En fait, donc, chaque actif est analysé par un expert, donc chaque année expertisé. Donc, on va arriver à une valeur d'expertise et ensuite, on va arriver à une valeur globale de la SCPI. Si on ajoute tous les frais de la SCPI, c'est la valeur de reconstitution, hein, ce qu'on pourrait qualifier la valeur étalon. Et en fait, c'est cette valeur-là qui va permettre de mesurer si la SCPI est décotée ou à l'inverse surcotée. Et alors, dans ces cas-là, est-ce qu'on est obligé de revaloriser à partir de quand? Parce que si on me dit que ma valeur d'expertise de mon parc immobilier qui fait ma SCPI a augmenté de 10%, est-ce que je suis obligé de revaloriser ma part? En fait, le prix de la part doit toujours osciller entre moins 10 et plus 10 par rapport à cette valeur dite valeur de reconstitution que vous pouvez trouver sur le rapport annuel de toutes les SCPI. Hein. C'est un point qu'on n'a pas évoqué. Les SCPI sont des véhicules extrêmement transparents. Il y a beaucoup d'informations. Chaque trimestre, vous avez le bulletin trimestriel d'information. Chaque année, le rapport annuel. C'est des documents sur lesquels vous pouvez retrouver cette valeur, hein, valeur de reconstitution. Donc, ça veut dire qu'entre moins 10 et plus 10, c'est la société de gestion qui peut décider de valoriser ou dévaloriser ou pas. En revanche, si on est au-dessus ou en dessous de ces critères, là, automatiquement, on va avoir une dévalorisation de la part ou une revalorisation de la part. Est-ce qu'on est bien d'accord? Exactement. Merci. Merci. Enfin, je vous propose une dernière question. Quels sont les frais de souscription pour les 3 SCPI présentés ce soir? Alors, je peux commencer à répondre, hein, sur la SCPI épargne-pierre. Les frais de souscription sont à 10% hors taxe. Hein. Et donc, sur une SCPI, votre client investit, enfin, vous épargnant, vous investissez 100, vous touchez un revenu sur 100. Hein, donc, en l'occurrence, l'année dernière, c'était 5,36. Si vous vendez demain la SCPI, vous récupérez 90 en considérant que la part n'a pas évolué. Sur le placement Pierre, on est à 9% hors taxe. Et le rendement, donc pour reprendre effectivement le calcul de Romain, on était à 4,77 l'année dernière et qui est calculé bien évidemment sur le prix de souscription, ce fameux prix qui oscille en les moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Damien, sur les frais. Sophie, on est sur 10% hors taxe, donc avec un DVM, un taux de distribution qui était de l'ordre de 4,42% pour la SCPI Borante et 4,80 pour la SCPI EFIMO.
Merci. Donc, on voit que les frais de gestion sont, en grosso modo, enfin, les frais de souscription sont globaux autour de 10% ou 9 ou 10%. En revanche, c'est très important ce que tu as souligné, Romain, hein, c'est le fait de dire que lorsque j'investis 100 dans ma SCPI ou 100 de part dans la SCPI, et que si j'ai 4% ou 5% de rendement, j'ai bien sur les 100 et non pas sur 90. Donc, ça, c'est très important. Donc, quelque part, je ne serai impacté de ces fameux frais que si je revends. Or, on sait très bien qu'on garde souvent des SCPI, d'ailleurs on le conseille un certain temps, 7, 8, 10, et d'ailleurs je crois que le taux de détention des SCPI dépasse largement les 15 ans, voire se transmettent. Donc c'est très important de penser que en fait ces frais-là, bien sûr, ils peuvent paraître au départ des frais de souscription importants, mais non, ils ne seront impactés que si on revend. Et pendant ce temps-là, le rendement, il est fait sur le placement en entier. Merci en tout cas à tous les trois de cet échange. Et puis, de toute façon, encore une fois, ce qui est très important, et vous avez été transparent et je vous remercie, mais ce qui est très important de retenir, c'est que oui, c'est une très belle classe d'actifs, mais elle se doit d'être analysée. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, et je rejoins, et en tout cas, c'est comme ça que nous faisons. Il faut faire confiance à votre conseiller Alta Profit, qui va vous orienter justement sur différentes classes d'actifs, et notamment sur celle des SCPI et sur plusieurs SCPI, et vous aider à analyser ça. La presse, je n'ai rien contre, mais il ne faut pas regarder que le taux, il ne faut pas regarder que ou crier au loup avec les loups. Faites-vous accompagner et c'est très important. En tout cas, merci à Alta Profit de ce moment d'échange et on sera ravis de répondre même à d'autres questions si vous en avez d'ici là. Merci. Merci, messieurs. Je vais passer de suite la parole à Jean-Yves Gerbelot, qui est conseiller patrimonial chez Alta Profit et qui va délivrer en quelques minutes les 4 points essentiels à retenir sur la session de ce soir. Bonsoir à nos adhérentes et nos adhérents qui nous ont fait le plaisir de nous suivre ce soir. Alors, j'ai la charge de la conclusion. Elle sera extrêmement courte. On a 4 points à retenir. Le premier point, nos intervenants l'ont très largement souligné, la résilience de ces SCPI pour des raisons économiques qu'ils ont très bien expliquées. Je voudrais simplement rajouter aussi que ce sont des actifs qui sont non cotés dans un marché qui est très, très encadré, qui est très structuré, qui est très, très réglementé. Et il n'est pas soumis de facto à la pression des actionnaires, cette pression court-termiste. Et donc, c'est aussi un point qu'il faut avoir en tête pour souligner cette résilience des SCPI. N'oublions pas que l'on a l'AMF qui contrôle les décisions de la société de gestion, des sociétés de gestion. On a aussi l'Assemblée générale annuelle qui donne quitus à la société de gestion qui, comme les intervenants l'ont indiqué, choisissent les experts évaluateurs, les commissaires aux comptes et bien entendu approuvent les comptes. On a aussi le conseil de surveillance qui vérifie les comptes tous les ans. Donc il y a un encadrement de ces sociétés qui est très important. Et ça me fait passer au point numéro 2, donc, qui est sur le slide, les indicateurs à surveiller. Ces fameux indicateurs, ils sont là tout simplement parce que la réglementation les a imposés. Et c'est cette transparence de la réglementation qui vous permet, selon évidemment votre appétence, d'aller comparer ces indicateurs et de les regarder de façon très objective parce qu'ils sont tous comparables. On compare de fait une pomme avec une pomme, on a véritablement une très grande équivalence de ces indicateurs. Le troisième point sur la diversification des actifs, on a choisi chez Alta Profit une offre qui est resserrée, qui est cohérente et surtout elle est multi-récompensée par la presse financière. Très clairement, c'est aussi un plus, un bonus, d'autres ne le sont pas. On a au sein de cette diversification que l'on recommande dans les équipes patrimoniales de Alta Profit, bien évidemment des convictions sur certains thèmes, donc des convictions thématiques. Et puis en fonds de portefeuille, on a aussi très clairement et classiquement, comme d'ailleurs sur les classes d'actifs actions, on a aussi des sociétés diversifiées qui sont en fonds de portefeuille tout à fait cohérentes pour peut-être amoindrir le risque, en tous les cas, faire en sorte que le risque soit peut-être un tout petit peu plus léger sur ces classes d'actifs. Et enfin, le marché de l'immobilier, il est solide. Oui, c'est une évidence. La preuve en est que la dernière crise mondiale sur le thème de l'immobilier, sur cette classe d'actifs, c'était en 90-91, donc il y a 30 ans. Cette
classe d'actifs, elle est extrêmement investie sur les tendances lourdes de l'économie. Elle est peu sensible aux aléas de la conjoncture. Elle est peu sensible au cycle économique. Un petit peu comme peut l'être le secteur de la santé, le secteur des biens de la consommation, de la distribution. Et donc, ce qui va mettre tout le monde d'accord sur cette classe d'actifs, au-delà de tout ce qu'on a entendu et qui était fort intéressant ce soir par nos intervenants, c'est bien évidemment la performance. Et les performances, elles sont là et elles resteront là pendant longtemps parce que c'est un secteur qui a un potentiel fabuleux. Je vous remercie beaucoup de cette attention jusqu'au bout et il est bien clair que l'on répondra à toutes vos questions, aux questions de les cas qui n'ont pas été jusqu'à présent soutenues via les canaux habituels. C'est sans doute Internet qui restera le canal prioritaire et majoritaire. Nous vous souhaitons tous, au nom d'Alta Profit, une très belle soirée. À bientôt.